Salut tout le monde! Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer la pensée d'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, Albert Camus. Souvent, on a cette image un peu sombre, un peu pessimiste de la philosophie de cette époque, mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est un véritable guide lumineux pour trouver du sens dans notre monde moderne. Que l'on soit un expert en philo ou juste curieux, ça nous parle à tous, parce que ça part de notre quotidien. Alors, c'est parti pour ce décryptage qui, vous allez voir, est un manuel d'instruction incroyable pour l'existence. Au programme de notre exploration aujourd'hui, 6 grandes étapes. On va commencer par la routine et l'absurde, enchaîner avec le fameux mythe de Sisyphe, la révolte créatrice, Prométhée et la peste, puis la némésis et l'amour, pour finir sur l'idée d'une vie lucide. Bref, un sacré programme qui va nous emmener d'une sensation de vide vers quelque chose d'incroyablement plein d'espoir. Première étape de notre parcours, la routine et l'absurde. Le réveil du fameux métro, boulot, dodo. On attaque donc le premier cycle majeur de Camus, et pour le comprendre, pas besoin de regarder les étoiles, il suffit de regarder notre propre confort. Cette routine qui nous hypnotise et qui nous empêche de nous poser les vraies questions. On connaît tous ce rythme, non ? 7 heures du matin, le réveil sonne. On s'habille, on avale un café à moitié tiède. 8h30, hop, dans le métro ou dans les bouchons avec les mêmes visages un peu fermés. 9h, au boulot, la machine s'enclenche. Et puis 22h, au lit. Et le lendemain, on remet ça. Métro, boulot, dodo. Un cycle hyper répétitif qu'on encaisse jour après jour, presque sous hypnose. Parce que c'est ce qu'on attend de nous. Mais attention, que se passe-t-il quand la machine déraille ? Ça peut être un truc tout bête, le métro qui s'arrête en plein tunnel. Ou même un soir où l'on scrolle à l'infini sur les réseaux sociaux. Et boum, le décor se fissure. D'un coup, il y a ce vertige et cette question énorme qui débarque de nulle part. Mais pourquoi on fait tout ça ? En une fraction de seconde, le bruit de la machine à café, les collègues sur leur clavier, tout devient totalement vide de sens. L'engrenage est brisé. Et c'est ça, très précisément, que Camus appelle l'absurde. Mais soyons clairs, l'absurde, c'est pas le monde en lui-même qui serait cassé, non. L'absurde, c'est cette friction, ce divorce super douloureux entre notre envie viscérale de comprendre, d'avoir des réponses claires sur le sens de la vie, et de l'autre côté, le silence complètement glacial, l'indifférence totale de l'univers. C'est littéralement ça, le choc de l'absurde. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le mythe de Sisyphe. Comment faire face à ce vide immense ? Car une fois qu'on a réalisé tout ça, on fait quoi ? On a le dos au mur. Pour Camus, il y a 3 réactions possibles face à ce vide. La première, c'est le suicide. Mais il la rejette direct, c'est une fuite, un abandon total de la lutte. Ensuite, on a l'illusion religieuse ou idéologique, s'inventer des fausses réponses toutes faites pour se rassurer. Ça aussi, c'est un grand non pour lui. Alors il reste quoi ? Eh bien, la révolte lucide. C'est le courage inouï de regarder cet univers muet droit dans les yeux, de dire oui à l'absurde sans jamais chercher à l'effacer. Et pour illustrer ça, l'image parfaite, c'est le fameux Sisyphe. Condamné par les dieux à pousser un énorme rocher en haut d'une montagne, juste pour le voir retomber. La punition vaine par excellence. Mais là où Camus est brillant, c'est qu'il lâche cette phrase incroyable. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Mais pourquoi ? Parce que Sisyphe sait que sa tâche est absurde, mais il continue. Il n'est pas écrasé par son destin, il s'en empare. Dans cet effort physique, il trouve une liberté totale. C'est sa victoire. Allez, on passe à la 3e étape, la révolte créatrice, ou comment choisir la bonne lutte. Parce que bon, se révolter c'est bien, mais si on s'y prend mal, ça peut virer au cauchemar. Regardons ces 2 trajectoires. À gauche, on a Caligula, l'empereur romain. Lui, face à l'absurde, il part dans un nihilisme actif. Il devient destructeur, tyrannique, il brûle toutes les valeurs. C'est du désespoir pur. Et puis à droite, on a des figures comme Meursault ou Sisyphe. Eux choisissent une révolte créatrice. Ils acceptent le présent, gardent leur dignité humaine. Ils ne détruisent rien du tout. Au contraire, ils essayent d'exister pleinement. La leçon de Camus est formelle. Réaliser que le monde est absurde ne donne pas du tout un passe-droit pour le cynisme. Un acte purement négatif, tout cassé autour de soi, ça ne créera jamais de sens. La vraie révolte, c'est profondément un élan de vie. C'est une force de construction, pas d'annihilation. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans notre 4e partie, Prométhée et la peste, la solidarité dans la défiance. Mais alors, à quoi ça ressemble concrètement une révolte juste ? Camus s'inspire de Prométhée, le titan qui a volé le feu pour sauver l'humanité. Et dans son roman La Peste, cette solidarité prend vie avec le docteur Rieux. Face à une épidémie mortelle, Rieux ne cherche pas d'excuses philosophiques. Il fait 3 choses. Il regarde la réalité en face, il refuse de baisser les bras devant ce truc inexplicable et il soigne les gens.
C'est pas un héros hollywoodien, c'est juste quelqu'un qui fait son maximum pour sauver des vies, par respect pour l'humain. Une rébellion silencieuse, main dans la main avec d'autres, comme le journaliste Rambert. Et ça nous amène à cette pépite absolue tirée de L'homme révolté. Je me révolte, donc nous sommes. Fini le je pense donc je suis de Descartes, là on est dans le collectif. En lisant non à l'injustice, l'individu ne s'isole pas, il forge une identité commune. La révolte individuelle, c'est le ciment de toute notre humanité face à l'intolérance. On attaque maintenant le 5e point, souvent négligé mais qui est pourtant le sommet de cette pensée, la némésis et l'amour, l'ancrage méditerranéen. Pour que la révolte ne devienne pas complètement folle, il lui faut un ancrage, un cadre. Ce cadre, c'est Némésis, la déesse grecque de la mesure. Elle est là comme une sorte d'arbitre éthique, pour rappeler aux révoltés de ne jamais basculer dans la tyrannie ou la vengeance aveugle. Elle garantit qu'on se batte toujours en reconnaissant la dignité chez l'autre. C'est la limite vitale. Et cette soif de justice mesurée, elle s'ancre dans un amour immense. Écoutez bien cette phrase, elle est magique. Au plus profond de l'hiver, j'ai enfin appris qu'il y avait en moi un été invincible. C'est l'amour viscéral de Camus pour la Méditerranée, pour le soleil de son enfance. C'est l'idée fabuleuse que même quand tout est sombre, glacial et cynique, on porte tous en nous une lumière et une chaleur littéralement invincibles. Mais cet amour camusien, attention, c'est pas naïf. C'est ancré dans une gratitude féroce pour le moment présent. Ça refuse d'attendre un paradis hypothétique après la mort pour commencer à vivre. Ça célèbre le monde physique, sentir le soleil sur sa peau, la mer. Et surtout, ça demande la pensée du midi, c'est-à-dire un équilibre super lucide entre l'ombre et la lumière. On aime le monde tel qu'il est, les yeux grands ouverts. Et nous voilà à la dernière étape, la 6e partie, une vie lucide. Le triptyque complet. Comment on assemble tout ça pour passer à l'action? Regardez ce graphique, on a affaire à un véritable écosystème philosophique. C'est pas juste des idées séparées, c'est un équilibre permanent. Un tiers d'absurde pour rester bien lucide sur le silence de l'univers, un tiers de révolte pour ne jamais baisser les bras face à l'injustice, et un tiers d'amour pour donner un sens et une chaleur à la lutte. Si on enlève un seul de ces morceaux, tout s'effondre. C'est un bloc indivisible pour construire une vie qui a du sens. Au final, c'est ça notre grand manuel d'instruction moderne. Accepter l'absurde, parce que c'est un fait, se révolter contre l'absurde, parce que ça fait de nous des humains dignes, et par-dessus tout, aimer malgré l'absurde. C'est littéralement le remède ultime contre le cynisme et le désespoir de notre époque. Alors pour clore cette exploration, la question est là, suspendue. Face à la routine écrasante du métro-boulot-dodo, face à ce silence de l'univers, qu'est-ce qu'on va choisir de faire ? Est-ce qu'on va se laisser porter passivement sur les rails du quotidien? Ou bien est-ce qu'on aura l'audace de s'emparer de ce triptyque, l'absurde, la révolte, l'amour, pour forger au fond de nous ce fameux été invincible? La décision nous appartient. Merci d'avoir suivi cette analyse, gardez toujours cette flamme de lucidité et à très bientôt.